Chers investisseurs, chers amis, on vit une époque grave. Une époque où, à chaque fois que tu rappelles ton artisan pour avoir un nouveau devis, il vient de prendre entre 5 et 15% supplémentaires sur le dernier devis. Et devine quoi? Le devis, il a moins de 3 mois. Bienvenue à toi sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du budget rénovation. Je vais en parler en parlant pour moi, je vais pas forcément parler pour les autres, même si je pense que ça a été très relayé aussi par les autres investisseurs. Euh, le budget de rénovation et ces augmentations constantes en fait dans les devis qu'on reçoit par nos artisans. Alors moi je vais parler des artisans, hein. À faire très attention à ne pas confondre les artisans, donc les personnes qui sont entre une et 5 personnes dans leur entreprise, et les PME où là il y a des coûts, il y a des charges d'entreprise qui sont beaucoup plus importantes. Et où, donc du coup je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais de toute façon même chez les artisans je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et je préfère faire comment dire, ce petit préambule pour dire ça, parce que je sais que je vais pas forcément plaire à tout le monde avec cet épisode, et c'est pas grave, de toute façon je vais pas créer le podcast pour me faire des amis, c'est pas du tout le but recherché. Non, le but, c'est de donner des insights et partager mon expérience de l'immobilier locatif, et d'ailleurs pas que locatif, mais de l'immobilier pour un particulier qui est en train de se professionnaliser, et pour que peut-être que toi aussi tu puisses faire pareil. Et j'avais envie, j'ai plein de choses à dire. C'est un épisode qui va être maîtrisé parce qu'il est bien préparé, donc il va pas durer des plombes, mais on va aller quand même à l'essentiel. Je vais te donner plein de data, je pense que tu n'as pas forcément encore entendu, pour venir contrecarrer tout ce qu'on nous dit sur oui, les matériaux, les matières premières, l'inflation, etc., etc. Il y a de l'inflation évidemment, mais à un moment donné, ça suffit. Euh, et on vit une époque euh, qui est intéressante pour celui qui a du cash, mais par contre pour celui qui est en cours de rénovation ou qui a accumulé les projets et qui maintenant doit entamer la période de travaux, est challengeant. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, les prix ne font que s'envoler. Les prix sont décorrélés de la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle, c'est qu'à peu près tout se stabilise, voire tout descend. Le coût de tout descend. Alors évidemment, ce qu'on ne peut pas réussir à faire descendre, c'est le coût de la main-d'œuvre. Donc là-dessus, il y a pas de, il y a pas de défaillance, en fait. Moi, je ne remets jamais en question le coût de la main-d'œuvre. Un artisan, il va y avoir des artisans qui sont plus chers que les autres, mais ils vont essayer de me l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Et la plupart vont dire, bah, en fait, moi, c'est dû à euh, ma seniorité dans le métier, c'est dû à la technique que j'emploie, c'est dû au fait que ben, je vais plus loin dans les finitions, etc. Bon, euh, il y a peut-être un micro-sujet, mais c'est même pas de ça dont je parle. En vrai, moi, je trouve que ça suffit de continuer à servir toujours la même sauce aux gens qui rénovent, c'est-à-dire, désolé, mais je peux rien faire, c'est pas ma faute, le prix des matières premières ne fait que s'envoler. Et en fait, ça a été tellement accepté depuis la crise Covid par les gens, par les particuliers, mais aussi par les autres entreprises, parce que là, je parle pour moi, mais c'est aussi vrai dans le B2B. Il y a des entreprises qui ont besoin de faire appel à d'autres entreprises, je sais pas, par exemple, pour construire leurs locaux, pour rénover leurs locaux, pour intervenir chez les clients pour eux, etc. Donc, en fait, on leur sert cette sauce à tous les repas. Littéralement, à chaque fois que je fais venir des nouveaux artisans sur un projet en cours ou un projet qui va bientôt voir le jour, on me sert des devis et on me dit par contre les devis, alors certains c'est des rois, hein, c'est les rois du pétrole, les devis ils sont valables un mois. Et pour certains, ils sont valables 2 ou 3 mois. Mais aujourd'hui, un devis qui est valable plus de 3 mois, ça n'existe pas. Alors qu'avant, il y avait quand même beaucoup de. La plupart des devis étaient. Enfin, oui, c'était valable 3 mois, mais en vrai, sur le papier, même après 3 mois, il n'y avait pas de rediscussion. Euh, et encore, ça, je ne sais même pas si c'est la vraie problématique. La problématique de fond, c'est que aujourd'hui, on a des investisseurs, des particuliers qui cherchent à rénover le parc privé français. Ils cherchent à le rénover par, évidemment, le crédit immobilier, donc c'est-à-dire qu'ils ont un crédit, euh, une enveloppe travaux donc affectée à ce crédit qui sont censés tenir, ils ne peuvent pas le dépasser. S'ils le dépassent, ils en sont de leur propre poche. Et en fait, on a un artisanat, on a un secteur du BTP qui nous dit oui, mais nous, les devis, c'est un mois. Sauf que nous, pour acheter un bien, c'est minimum 3 mois. Après, une fois qu'on a le bien, suivant quel est l'artisan qui va travailler dans le bien pour le rénover, il est obligé de passer après les autres. Je m'explique, le plaquiste, il passe pas en premier. L'électricien, il passe rarement en dernier, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, euh,
quand on les rappelle pour leur dire, bon ben voilà, on a le bien, etc., les personnes disent, je vais vous renvoyer quelqu'un ou je vais repasser pour refaire le devis. Mais en fait, le devis, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Et en fait, on nous ressort ce truc, cette espèce de fourberie de scapin pour nous dire, oui, mais nous, vous voyez, là, les prix, ça a augmenté, c'est plus pareil, c'est plus comme il y a 3 mois, machin truc. Je vais rentrer dans le sujet de tout à l'heure, reste bien accroché à tes écouteurs, tu vas voir que j'ai ressorti tous les cours, les trucs les plus importants qu'on utilise dans le BTP, tu vas voir que tout ça, c'est une supercherie et qu'il ne faut pas croire les artisans qui continuent à te pousser cette théorie. Certainement qu'il y a certains matériaux sur lesquels les cours n'ont pas descendu, mais pour la plupart ils ont descendu, je vais te le prouver tout à l'heure par A plus B. Et en fait, si tu veux, tout ce qui m'a poussé à faire cet épisode sur le budget rénovation qu'on a du mal à tenir, et tout ça à cause tout simplement d'une augmentation constante, hein, et, sans, et qui n'est plus explicable en fait. Elle n'est plus explicable. En tout cas, quand je pose la question, elle n'est plus expliquée. Et la preuve, c'est que en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai décidé d'utiliser les réseaux sociaux, comme ce que je fais souvent pour promouvoir le podcast. Cette fois-ci, je me suis dit, bah, tiens, je vais pousser une petite gueulante, mais toujours en politesse, évidemment. Je vais faire un petit post sur un réseau social que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle LinkedIn, je pense que tu connais. Je ne sais pas si tu me suis sur LinkedIn d'ailleurs, mais c'est le moment promo, tu peux aller me suivre et discuter avec moi sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau social, c'est celui sur lequel je m'exprime le plus avec Instagram. Sauf qu'ils ont deux buts différents. Instagram, c'est quand même beaucoup pour montrer mon travail, alors que LinkedIn, c'est plus pour parler de la thématique. Voilà, donc je rentre plus en profondeur sur certains sujets, profondeur, pas forcément d'ailleurs, mais je fais des petits posts, et ces posts redirigent très souvent vers soit la newsletter Zéro Bullshit que tu reçois tous les mois, une fois par mois, soit tu peux récupérer certaines de mes ressources, comme mon tableau ou d'autres ressources que je mets gratuitement à disposition des investisseurs. Et donc ce poste, évidemment, j'ai décidé de prendre le parti de faire un poste un petit peu, comment dire, clivant, pour dire qu'à un moment donné, ça suffit. Et comment dire, un espèce de micro-buzz, en quelque sorte, sur le sujet, parce que j'ai décidé comment dire, de pointer du doigt le fait que personne n'est capable d'expliquer pourquoi ça ne va que dans un sens en fait. Pourquoi, quand ça a été le moment de soutenir cette industrie qui avait quand même besoin de travailler malgré tout pendant le Covid et que tout augmentait, ben, on a quand même payé. On a, nous, absorbé l'augmentation. Parce que c'est le particulier qui paye les travaux, dans tous les cas. Enfin, c'est le client final qui paye les travaux, d'ailleurs, particulier ou pas particulier. Et donc, du coup, euh, j'ai posé la question. Donc, j'ai fait un long post, évidemment très clivant, où j'ai commencé à remettre en question le prix de la baguette. Et ensuite, j'ai dit, mais bon, en même temps, pourquoi la baguette elle est aussi chère? En même temps, ça me choque même plus, vu comment le BTP se gave. Bon, j'ai peut-être été un petit peu sournois, parce que c'est pas du tout le cas pour la plupart des entreprises. Euh, mais je parlais bien de la dérive des mauvaises pratiques. Et à la fin du poste, évidemment, je dis que s'il y a moins d'offres, puisque c'est ce qui est en train de se passer, l'immobilier est en train comment dire, l'offre en rénovation est en train de se raréfier parce qu'il y a énormément de ventes qui ne se sont pas faites. Et ce sont plutôt des ventes à investisseurs. Les ventes en RP se font très bien. Quasiment toutes les ventes en RP passent comme à l'époque, sauf que bah, tu as moins de pouvoir d'achat à cause du taux qui augmente, mais le taux va redescendre. Donc on est en fait le temps que l'inertie se désamorce, on va avoir là dans 6 mois ou un an, on va revenir quasiment à ce que c'était avant en termes de pouvoir d'achat pour les particuliers pour la RP. Je parle de la RP. Pour les investissements, c'est différent, parce qu'on prend en compte une partie risque, il y a une pondération, donc on a toujours 30% en moins, euh, 30% des 35% du taux d'endettement qui sont quasiment retirés pour un investisseur. C'est quasiment ça la règle en banque. Et donc du coup, ben, je dis à la fin, mais si vous me dites que c'est un secteur où il n'y a pas de marge, moi je considère que c'est faux, parce que moi j'ai à peu près 8 personnes à l'année avec qui je travaille, qui font toujours la même chose. Donc j'ai un plaquiste, enfin j'en ai deux d'ailleurs, j'ai un électricien qui vient avec une autre personne sur les chantiers, j'ai un plombier, et j'ai d'autres personnes qui font un peu tout type de rénovation, avec qui je travaille souvent. Et ces gens-là, bon, ce sont des artisans, soit tout seuls, soit avec un employé. Je parle pour la partie chef d'entreprise. Ces gens-là, ils gagnent pas moins de 5 000 € par mois. Donc qu'on se le dise, ce sont des gens qui gagnent mieux leur vie que moi. Donc au moment où on parle,
moi, les artisans que je fais travailler, enfin que je paye, que je rémunère pour le travail qu'ils font, euh, que j'arrive à payer en partie avec les crédits immobiliers, l'enveloppe travaux du crédit immobilier, ce sont des gens qui tournent pas à moins de 5 000 € par mois. À moins de 5 000 € par mois, ils font pas ce métier. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir passer au développement donc, de mon propos en faisant une toute première partie qui va, bon, on va pas passer des plombes là-dessus, mais je voulais lire quelques commentaires sous ce post que j'ai reçu. Bon, c'est un post qui a quand même bien tourné parce qu'il a touché plus de 42 000 personnes. Il y a plus de 100 likes sur le post et il y a plus de 140 commentaires. Donc on arrive vraiment à un poste qui a divisé, qui a touché, qui a mis le doigt là où ça fait mal, on sent que la plaie est ouverte. Et il y a aussi bien du positif que du négatif dans les commentaires. Et je ne viens pas là pour juger le fond. Mais moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi, si le métier se sent en crise, pourquoi est-ce que c'est le particulier qui doit payer la note en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi cette industrie-là ne se réforme pas? À mon avis, il y a des grosses défaillances structurelles dans le BTP, dans l'industrie en général, mais dans le BTP tout particulièrement. Et ces défaillances, enfin, elles ne peuvent pas être tout le temps liées au coût des matières premières. D'ailleurs, c'est pas vrai parce que je vais pouvoir le prouver dans cet épisode. Et j'en ai marre qu'on me sorte ça à chaque fois. Et donc, du coup, pourquoi dire tout le temps un mensonge éhonté au client final en lui disant oui, mais c'est les matières premières, du coup, voilà pourquoi on augmente. Donc, je vais pas. Enfin, je t'invite à aller voir le post si tu as envie, mais je vais pas lire tous les messages où les gens sont indignés. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs les posts où les gens sont juste indignés mais ne répondent pas à la question. Parce que pour rester très pertinent, j'ai quand même posé une question. Avez-vous une autre explication? Si vous comprenez cette augmentation constante, ça va jamais dans le sens inverse. Avez-vous une autre explication? Donc là, j'ai Sébastien. Sébastien qui me dit les hausses sont globalement dues à des spéculations sur les hausses et les risques de pénurie des matériaux. Donc ça, c'est très intéressant. Les frais généraux explosent. Les frais généraux, du coup, donc c'est structurel, hein, ça n'a rien à voir avec le client final. L'incertitude des prix pousse à anticiper des hausses. Donc ce point-là, j'ai du mal à le comprendre. Comment on peut avoir une incertitude sur les prix alors que c'est un cours public? Tous les matériaux qu'on utilise dans le BTP, c'est un cours en fait. Tout simplement, c'est une bourse et on peut acheter et revendre des matières premières pour tout ce qu'on utilise dans le BTP. Il faut savoir que c'est une des plus grosses industries au monde. Donc ce point-là, j'ai du mal à le comprendre, mais ok, j'écoute, je lis, je regarde. Un autre point très très intéressant, particulièrement en France, les salaires des personnes qui sont sur les chantiers ont augmenté, entre parenthèses, pas toujours proportionnellement aux compétences. Et enfin, donc en fait, il met le doigt sur le fait que il y a de l'inflation, j'imagine, et donc du coup, bah, tout ce petit monde, il faut suivre au niveau des salaires pour pas les perdre. Il faut continuer à envoyer du monde sur les chantiers, et c'est pas toujours à la hauteur des compétences. Donc ça voudrait dire que nous, en fait, et c'est intéressant, hein, très intéressant psychologiquement parlant, le particulier, le client, celui qui reçoit le service, n'a pas forcément un coût supérieur, n'a pas forcément une compétence égale ou supérieure. Donc en fait, on ne paye plus la compétence euh, à l'euro. En fait, l'euro ne vaut plus une compétence, il vaut une tendance de marché. C'est dur à expliquer, enfin, je t'assure, tu dis ça, c'est difficile à expliquer à une ménagère de plus de 40 ans ou plus de 50 ans, c'est difficile de lui expliquer. Mais même moi, en fait, moi j'ai du mal à le comprendre. Et enfin, il nous dit, toujours Sébastien, hein, lui il est responsable chiffrage. Donc il est dans l'industrie du BTP, enfin il est dans le BTP, hein. Donc c'est pas quelqu'un qui, voilà. Et enfin, les entreprises en ont assez de sponsoriser des projets mal ficelés, où tout imprévu est gentiment renvoyé dans la gueule au motif qu'il fallait prévoir, entre parenthèses, au même prix. Donc là, je pense qu'il fait allusion notamment aux projets neufs, où en gros, les marchés de travaux, une fois que tu t'es positionné et que tu as remporté le marché, euh, le client te dit, ben, fallait prévoir. Et donc, du coup, je tiens à répondre à ça, Sébastien. Pour le particulier, ce n'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Si le particulier, il signe un devis pour, je sais pas moi, 1 500 €, dans le devis, la plupart du temps, et moi ça m'arrive jamais que quelqu'un oublie de le mettre, la plupart du temps, il y a un petit astérix en disant sous réserve de conditions de ne pas trouver une surprise, machin truc. Enfin, bon, tu la connais. euh, donc tout à fait faux pour le particulier et pour la rénovation. Donc ça, c'est plus quelque chose qui s'applique au neuf, et je peux comprendre.
Maintenant, même dans le neuf, il y a des clauses qui permettent de la révision des prix. D'ailleurs, ça s'appelle clause de révision des prix. C'est un article du Code de la consommation. Et il me met, enfin, les marges sont passées de 1 à 3%. Donc oui, ça c'est un vrai truc dont il faut qu'on parle. Les marges dans le monde, dans le BTP, alors certes, elles sont pas folles, hein. Quand on parle de 1, 2, 3, moi même 5%, moi ça me semble fou qu'aujourd'hui il y ait des gens qui veulent se mettre à ouvrir une boîte. D'ailleurs, moi ça me fait mal au cœur pour eux, mais ouvrir une boîte et me dire, ben en fait, ma marge c'est 3%, en fait je me dis, ben non, mais je ne vais pas faire ça. Même si j'adore ce métier-là, je ne fais pas une boîte pour 3%, en fait. Sauf si je brasse des milliards et que 3% d'un milliard, ben, t'as compris, hein, tu fais le calcul, tu gagnes bien ta vie. Mais en fait, le taux d'effort qu'il faut pour avoir une bonne marge dans le BTP est gigantesque. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, passer de 1 à 3, ça, c'est pas vrai à toutes les entreprises, mais pour les entreprises, ça, c'est quelque chose qui est voté, hein. Il faut savoir que euh, ça, c'est voté. Et pourquoi c'est voté les marges, la marge moyenne applicable pour les entreprises du BTP, tout ça, c'est voté par nos politiques. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en dessous du seuil de marge, il y a une alerte rouge, et donc du coup, ton entreprise, elle peut aller au dépôt de bilan, tout simplement. Donc en fait, si les entreprises passent de 1 à 3, ça veut dire qu'elles font x3. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un truc de malade. Quand on passe de 1 à 2, on fait 100%. De 1 à 3, on fait 150%. Donc les gens, ils se rendent pas compte. Mais pourquoi vous pensez, là c'est une question ouverte évidemment, mais pourquoi vous pensez que ça, c'est OK de le répercuter aux particuliers? En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que les entreprises du BTP ne vont pas chercher assez profondément le, le- le- la petite bête quand ils négocient leur, euh, leur matière première, ce qu'ils utilisent pour pouvoir travailler avec leurs fournisseurs. La vraie façon de pouvoir contenter le marché et le suivre, parce que là le marché il descend, hein, l'immobilier, comme je l'ai expliqué, le mètre carré il commence à descendre, il a stagné pendant un moment, là il commence à descendre, je pense qu'en 2024 il va continuer à descendre. Les prix immobiliers sont ultra élevés et beaucoup plus difficiles à avoir, et donc du coup, ben forcément si euh, personne veut réviser ses prix dans la rénovation, ben à un moment donné, les particuliers vont trouver d'autres solutions. Je vais en parler des solutions, hein, parce que je ne fais pas un post juste pour pleurnicher, hein. Je ne fais pas un épisode juste pour pleurnicher. Je vais parler de solutions après, donc reste bien avec moi, je vais t'expliquer. Donc il me dit évidemment que mon post est très simpliste, et je suis assez d'accord avec ça, je fais un post un peu simpliste. L'idée c'est euh, d'exposer une situation que je vis, un ressenti que je vis, et je suis pas le seul évidemment, sinon je ne me serais pas permis de le partager, je me serais senti un petit peu, euh, comment dire, un peu idiot de partager une pensée un peu unique, donc c'est quelque chose d'assez global. D'ailleurs, il nous dit très simpliste, mais c'est ce que tout le monde pense, donc ça doit être la vérité. Donc, bon, évidemment, j'ai aussi des insultes, hein. Bon, ça va avec, hein, c'est normal, hein. Enfin, ça me choque pas du tout. Moi, je comprends, hein, je mets du sel sur une plaie qui est déjà à vif. Franchement, les gars, je comprends. J'ai un directeur associé, donc un chef d'entreprise en quelque sorte, dans le monde du bâtiment, qui me dit, alors c'est pas le monde du bâtiment, pardon, excusez-moi, tac, tac, tac. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon, bref, il est chef d'entreprise. Et il me dit, effectivement, ça s'appelle du gavage. Je l'ai très bien connu dans mon métier, le courtage. Ah voilà, il est dans le courtage. Il y a quelques années, la majorité des courtiers gagnaient plus qu'un médecin. Je n'ai jamais eu de souci avant que des personnes qui gagnent très bien leur vie, même si c'est avec très peu de travail fourni. Ouais, il y a un micro-sujet là quand même, hein. Moi, j'ai du mal avec les gens qui fournissent pas vraiment. Enfin, ça dépend du service, évidemment. Il faut que le service soit à la hauteur. Je me dis que le travail doit être excellent de qualité pour que les clients acceptent de payer cher. Ben, moi, c'est la même. Mais c'est exactement ça. Sauf que quand je rencontre un artisan pour la première fois, parce que pour la première fois de ma vie, je me retrouve avec suffisamment de projets pour aller chercher des artisans extérieurs, pas des gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, et je me dis, mais c'est vos prix, mais vous m'indignez en fait. Qu'est-ce que c'est que ces prix? Mais vous pensez quoi en fait quand vous me rencontrez? En fait, moi, quand vous me montrez vos prix, des fois j'ai l'impression que vous ne me respectez pas. Il faut toujours respecter l'artisan, son savoir-faire. Oui, d'accord, mais attendez, mais quand vous rencontrez un investisseur qui vous dit qu'il vous met sur un projet, moi c'est que des projets d'immeubles, il y a minimum 3 appartements à chaque fois. Mais les gars, mais réfléchissez, réfléchissez. Il me dit, mais il y a quand même une réalité des choses qui vous rattrape, le travail bien fait. Et là, ce n'est même plus le cas avec les artisans que je fais travailler. Ils viennent pas au rendez-vous, ou ils utilisent des méthodes désuètes. Ouais, voilà, c'est surtout les méthodes. Moi, après, bon, les artisans qui se pointent pas au rendez-vous, c'est encore une autre catégorie.
alors que d'autres, alors que d'autres leur feraient gagner un temps fou. Et donc de l'argent pour celui qui paye. Juste exemple, pourquoi mettre un IPN 2 fois trop gros pour tenir un mur porteur? Ça, j'ai la réponse à ça, je vais t'en parler. Pour être sûr, comme on dit, pour être sûr, entre guillemets, comme dit l'artisan. Non, être sûr de demander, c'est les calculs de la portée. Nanani, nanana. Bon, après, il rentre un peu dans le détail de ça. Pour des problèmes de garantie sur les cuisines, soi-disant haut de gamme. Bon, il a plusieurs anecdotes, mais c'est intéressant, Jérôme, ce qu'il nous partage. Moi, j'ai une réponse à ça. En fait, je t'explique, les artisans, ça c'est important pour toi, cher auditeur qui m'écoute, c'est les artisans, ils font des travaux, des fois ils ont des surplus de matériaux. Et en fait, les matériaux, bon, ils sont payés dans le devis par le client. Le client, il va pas demander le surplus de matériaux. C'est très rare qu'ils te disent, ouais, ben, je veux les 10 mètres de câbles qui te restent, que tu as payé avec mon devis, que tu as été chercher avec mon devis, je les veux. L'IPN en trop sur les 10 IPN que tu as commandé pour mon chantier de maison, je la veux, etc., etc. Donc en fait, ils se pointent sur ton chantier avec l'IPN qui n'a rien à voir avec ce que tu veux pour ton chantier, mais bon, il l'a, et de toute façon, c'est toujours mieux de faire plus que pas assez. Donc il a un gros IPN plus cher qui va te mettre dans les pattes, qui va te facturer exactement ce que ça vaut, mais par contre, c'est pas ce que toi tu voudrais mettre en place. Et donc ça, c'est un truc que moi j'ai déjà eu, et je me suis déjà fâché très fort avec un artisan qui n'arrêtait pas de me mettre des trucs. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que il est aussi investisseur et il y a de fortes chances qu'il puisse écouter cet épisode. Mais je pense qu'il s'il écoute, il sait que si on travaille plus ensemble, c'est essentiellement à cause de ça. Je déteste qu'on me foute sur mes factures des trucs, sur mes devis, des trucs qui ont été récupérés, piochés sur d'autres chantiers et qui t'ont rien coûté. Euh, voilà. À la rigueur, je préfère un gars un peu fourbe, un peu à l'ancienne, qui me dise écoute, j'ai récupéré ça et ça de tel chantier. C'est peut-être un peu trop par rapport à ce que tu as besoin, mais si tu veux, je te le fais et je te mets ça et ça évite d'aller. Tu vois ce que je veux dire? Un mec intelligent qui sait que si tu donnes, tu reçois derrière. Et moi, des chantiers, en fait, j'en ai tout le long de l'année des chantiers. Donc je comprends pas je comprends pas cette façon que certains ont de vouloir se gaver. C'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est euh, c'est l'antithèse de l'humain en fait. Voilà, c'est pas du tout le type de comportement euh, que j'apprécie en tout cas. J'ai pas envie d'avoir ce genre de personnes sur mes chantiers. Il y a quand même pas mal de posts rigolos de gens qui prennent le truc avec humour. Euh, Notamment Olivier qui dit un post ou comment donner la baguette pour se faire battre. Oui, parce que j'ai mis une photo d'une baguette qui coûtait 2,17 €. C'était mon postulat de base. Voilà. Afficher plus de commentaires. Est-ce que j'en lis un autre? Euh, J'ai Vincent qui est directeur des ventes dans le photovoltaïque. Après, je vais arrêter parce que c'est pas ultra intéressant, mais il nous dit pas de main-d'œuvre disponible, l'offre est toujours inférieure à la demande. Et s'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible, c'est aussi peut-être parce que les salaires versus la pénibilité ne sont pas si bons. Un sujet important, un sujet fondamental, hein. Toujours mettre en face des valeurs, un coût en face des valeurs. Alors n'attendez pas une baisse du coût des rénovations, mais en vrai, je le sais, hein, je ne demandais pas une solution, je demandais le pourquoi. Euh, mais c'est intéressant. Et il me dit la main-d'œuvre est de matière première principale. La main-d'œuvre est de matière et elle baisse pas et n'est que très peu disponible. Alors j'ai pas très bien lu, excuse-moi, mais c'est faux, hein. Donc, le dernier point là sur alors la main-d'œuvre qui ne baisse pas de sujet là-dessus. De toute façon, tout augmente, donc la main-d'œuvre doit augmenter. Mais c'est pas la main-d'œuvre qui est toujours mis en avant par un artisan, c'est tout le temps le coût des matières premières. Or, je vais pouvoir le prouver, c'est pas voilà, c'est pas foufou. Euh, on a plein de commentaires qui disent que secteur des métiers manuels qui galère pour recruter, fidéliser, beaucoup de PGE, là, les prêts qui sont encore en cours de remboursement, les prêts Covid, matériaux qui subissent la grève des prix, marché de l'immobilier en berne. Oui, mais justement, marché de l'immobilier en berne, attendez les gars, si le marché de l'immobilier en berne, euh, les artisans, vous avez intérêt sérieusement à vous adapter. Adaptez-vous les gars. Adaptez-vous, trouvez des solutions, faites des partenariats avec les investisseurs. Je vous assure, hein, on a tout à y gagner à travailler ensemble. Enfin, moi, ça fait longtemps que je pense que il y a de l'abus. Voilà, il y a de l'abus sur les devis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires euh,
ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'abus, vous aussi, dans vos devis? En fait, euh, en vrai, euh, pourquoi, vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'avec quasiment tous les artisans, on peut négocier le prix? En gros, il vous dit c'est 2000, pourquoi vous pouvez négocier à 1008 ou 1007 le devis? Posez-vous la question. À mon avis, il y a du gras. Il y a du gras partout. Et si on arrive à couper dans le gras, c'est parce que le mec il se dit bon bah là ça coûte 1005 à faire, je vais lui mettre 2000. Et puis bon, s'il me négocie à 1008, je suis gagnant quoi. Tu vois ce que je veux dire? On en est là. Évidemment, j'ai des gens ultra qualifiés dans les métiers qui m'ont écrit, parce que je pense que ça leur fait mal, et moi je comprends, tu vois. J'ai notamment Jordan Khalifa, qui est un mec que je suis, moi, sur LinkedIn, que j'aime beaucoup, qui m'écrit. Il y a rarement eu autant de défaillances d'entreprises dans le bâtiment qu'en ce moment, la plupart des sociétés ont des difficultés de trésorerie et des bilans pas terribles. Mais en fait, euh, les gars, je le sais, j'ai travaillé en partenariat avec ces entreprises. J'ai un très bon ami qui est constructeur de maisons individuelles, qui galère, qui a dû couper comment dire, dans les recrutements, dans le personnel, il a une marge qui est dégueulasse. Mais je comprends en fait tout ça. Je comprends. Euh, mais je pense que quand je parle des artisans qui se gavent, je pense que vous n'avez pas bien saisi. Je parle des mauvaises pratiques qui ne devraient pas être imputées, parce que ces pratiques, c'est en gros, je mets plus cher, comme ça, je me couvre pour l'hiver, tu vois. Je me couvre pour l'hiver, et si jamais il y a vraiment une pénurie, ou si jamais il y a plus de chantier ou quoi que ce soit, ben j'ai du cash au frais. En fait, ça, c'est plus viable. Aujourd'hui, moi, je veux plus en entendre parler. Le prochain artisan qui vient avec un devis délirant, en fait, je ne lui réponds même pas. Je laisse, le mail en no réponse. Et puis, c'est pas grave. Et après, tu me dis, ben, je pense pas que les sociétés du bâtiment se gavent, mais oui, les coûts des travaux est aussi trop cher et cela devient insoutenable pour les consommateurs. Donc, même le gars le plus hypé sur le LinkedIn français, Jordan Khalifa, qui est une boîte de menuiserie, mais qui est un super copywriter aussi, même lui, il le dit. Donc attendez, je suis pas fada, je le ressens le truc. Ça fait 12 ans que je suis dans la partie. Je pourrais retrouver les devis de ce que j'ai fait il y a 12 ans, je vais vous montrer. Et pourtant, on était en pleine sortie de la crise des subprimes. Donc je peux vous assurer que la pénurie sur les matériaux, la, la guerre en Irak et tout le bordel, et du coup la crise du pétrole qui allait avec, tout, j'ai tout subi. Et je peux vous montrer les devis, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc il me dit les matériaux en hausse, le manque de main-d'œuvre qui amène à payer certains ouvriers qualifiés 3000 euros net par mois sont plutôt la source de cette flambée des prix. J'ai adoré son commentaire à Jordan. Parce que même si fondamentalement je pense qu'il n'est pas d'accord avec mon poste, il a répondu à la putain de question. Et il nous aide à comprendre ce putain de marché qu'on est en train de vivre. Et j'ai Tiffany qui me dit un truc hyper intéressant. Comme tous les entrepreneurs, l'URSSAF a presque doublé en 3 ans. Donc on trouve déjà environ 20% d'augmentation là-dedans. Il faut bien payer toutes les personnes, et on voit casser, cracher dans les rues. Bon, bref, après, il y a un peu des. Bon, il y a des dérives. Je peux pas tout lire. Il y a des trucs où il y a un peu des dérives. Je peux pas tout lire. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris. Allez, j'arrête avec cette partie-là. On passe à la partie le cours des matériaux. Ça, je pense que ça va t'amuser. Alors, le cours des matériaux, on va faire simple. J'ai pris des matériaux qu'on utilise au quotidien dans le bâtiment, et pas que, mais surtout dans le bâtiment. Et c'est le BTP qui est le plus consommateur de ces matériaux. Donc le premier c'est le bois, le deuxième c'est l'aluminium, le troisième c'est le PVC, et en quatrième position j'ai le ciment. Alors pas tous les ciments, je vais t'expliquer. Il y a une raison pour ça, c'est surtout la provenance du sable, etc. Mais c'est un petit peu technique, on s'en fout. Je vais partir dans les grandes lignes. Donc déjà le bois. Allez, parlons du bois. Pour rire. Juste pour rire. Alors, bois de construction, à aujourd'hui, donc là on est à 344 $ la tonne de bois. Alors attends, paf, je vais me remettre sur le graphique voilà, je vais mettre 5 ans. La tonne de bois, au moment où je te parle, elle est à 344 €. Voilà combien tu payes une tonne de bois brut, 344 €. Au plus fort de la crise, donc c'est quoi le plus fort de la crise? C'est début 2020. Peut-être non, début 2021. Allez, je vais même aller un peu plus loin. Regarde ce que je vais faire. C'est que je vais mettre. C'est hyper. Enfin, je pense que les gens sont pas prêts. Allez, disons
avril 2021. Avril 2021, c'est le crack et on a le premier pic. On a un pic du bois qui était jusqu'à présent ultra stable, qui part en cacahuète à 1 711 € pour le pic et qui redescend pardon, 2 mois et demi plus tard, il redescend à 580 € à peu près. Et il se stabilise pendant 4 mois et demi. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pic, les magasins, enfin les revendeurs, hein, les grossistes, ont dit bon bah ok, il y a eu un pic, on va répercuter. Donc ça c'est de la provision sur stock, hein. Le bois qui était en vente, il était en vente, mais c'était le prix qui a été payé à l'époque, le bon prix, quoi. Tu vois, le prix classique à 300 et quelques euros. Là, ça augmente drastiquement, donc ça prend 380%, hein. Au plus fort de la crise, ça a pris 390% le bois. Et ça redescend. Ça se stabilise pendant 6 mois et ça repart en pic avec un maximum à 315% à 1444 dollars, pardon. Donc ça se trade après, donc ça c'est fin février 2022. Donc là, au moment où je crée cet épisode, on est en octobre 2023. Donc en février 2022, fin février, le 28 pour être exact, on a un pic. Le pic, il se trade à 1433 € la tonne de bois. Évidemment, il y a du bois, il y a une ressource en bois qui est abondante, donc ça reste qu'un pic. Et ça redescend dès mars, ça redescend en dessous dès avril, ça redescend en dessous des 1 000 $ la tonne. Et en mai, on est à 600 $ la tonne. Et ça redescend progressivement. On est toujours en 2022. Et donc, plus d'un an plus tard, donc au moment où je fais cet épisode, octobre 2023, on est à 346 € la tonne. C'est-à-dire comme en 2017, comme fin 2018. Donc les gars, est-ce que le bois continue d'augmenter? Non, c'est faux. Donc arrêtez de me dire ça. Je veux plus entendre parler de cet argument, il tient pas la route. Allez, hop, on passe à l'aluminium. Là, les gars, vous voulez jouer, on va jouer. Alors évidemment, les mecs du bâtiment, j'ai rien contre vous, hein. Vous comprenez bien que c'est la conjoncture qui vous fait faire les mauvais choix. C'est vous qui les répercutez sur nous, mais le problème, c'est pas nous, c'est les industriels, c'est les grossistes, c'est ceux qui vous font, comment dire, qui font spéculer et qui vous manipulent en vous faisant miroiter une possible pénurie. Mais il y a zéro pénurie, hein. Il y a zéro pénurie. Tout ça, c'est des matériaux qu'il y a en abondance. Donc, il faut arrêter un petit peu. Allez, j'étais sur l'aluminium de chantier. L'aluminium de chantier, c'est la bourse Alloy. Donc là, on peut retrouver les datas, elles sont mises à jour plusieurs fois par jour. Jusqu'à la crise Covid, jusqu'à fin 2019, on a, comment dire, on a un aluminium qui est aux alentours de. Attends, je vais prendre un petit peu de recul parce que sinon je ne vais pas voir. Voilà, on a un aluminium qui est aux alentours de 1300, entre 1002 et 1300 € la tonne d'aluminium. Ok, pas de souci. Là, qu'est-ce qui se passe? Covid. Fin 2019, début 2020, Covid. Tout ferme. On a un drop. Plus personne n'utilise d'aluminium. Pourquoi? Parce que l'industrie est à l'arrêt. Donc pendant 2 mois, on est en latence, on ne sait pas ce qu'on va foutre de tout ce qu'on produit. Les usines sont à l'arrêt. Et donc du coup, paf, ça tombe. Moins 11% du jour au lendemain. On passe à 1000 balles. 1000 balles la tonne. Et l'aluminium, c'est un métal. Il n'est pas utilisé que là-dedans. Donc ça embête certaines industries. Je sais que je ne connais pas toutes les industries, mais je pense notamment à l'aéronautique, etc., qui a aussi beaucoup perdu, donc qui ne voulait plus payer l'aluminium, qui ne voulait plus le payer du tout, qui avait plus de chantier, plus d'avions dans les airs, etc. Et donc du coup, on a un seuil à plat où il y a zéro vente, et donc l'aluminium se trade à 1000 balles la tonne. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait miroiter à tout le monde. En fait, l'aluminium il vient essentiellement des pays de l'Est et de Chine. Tout est fermé. La crise, elle est pire que ce qu'on pensait. Et on va avoir une grosse pénurie d'aluminium. Ça, c'est ce qui se dit dans les médias. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on a? Paf, une flambée des prix. Et dès septembre 2021, on a un pic. Le 14 septembre, pardon, le 9 septembre, pour être très précis, on a un pic à plus 128% par rapport à aujourd'hui, hein, mais quasiment 200%. Par rapport à avant, on est à 3000 €. 3000 €, les gars. Allez, bonne chance. Bonne chance avec ça, bonne soirée. On est à 3000 € la tonne, là, donc
Voilà. Donc les industries, évidemment, à cette époque-là, ils étaient, enfin, pardon, les grossistes, les revendeurs, les Castorama, les Leroy Merlin, etc., ils se posaient cette question euh, très intéressante de comment on va faire pour réouvrir, et surtout pour avoir du stock, pour réouvrir, parce que les gens vont être chez eux, ils vont faire plein de travaux, ils vont avoir besoin de stock. Du coup, bon bah là on se stabilise à environ pendant plusieurs mois, pendant 4 mois, 4 mois et demi même, ça se stabilise à 2 700 € la tonne d'aluminium. Et ensuite il y a un drop, parce qu'à un moment donné les gens ils repartent au travail, l'industrie elle peut redémarrer, les chantiers aussi. On a besoin d'abondance, mais en fait on se rend compte qu'il y a du stock. Ah bah il n'y avait pas de pénurie. Hop, bah, on redescend à des prix beaucoup plus abordables, qui sont par exemple 1 800 € la tonne. Et donc ça se stabilise 1 800, et ensuite on nous remet en confinement. Donc là, on nous remet en confinement et là, ça repart de plus belle à 2000, 2100. On a un plateau à 2100 à peu près, 2100 dollars, pardon, la tonne d'aluminium tradé. Évidemment, à ça, il faut rajouter derrière des coûts de transformation, etc., etc. Mais sauf que ce que tu sais pas, c'est qu'après, depuis début 2023, ça ne fait que descendre. Mais quand je te dis que ça fait que descendre, c'est une chute, hein. Donc là, si je mets un an, tu vois, hop, paf, depuis un an, on est à. Alors là, je vois pas, je suis trop loin. Voilà, paf. Depuis un an, là, au moment où je te parle, ça se trade à 1547. Donc ça veut dire qu'on est un poil au-dessus, on est 200, 250 € plus cher que 2017, 2018, 2019. Ben alors, les gars, c'est quasiment rien. Ça couvre juste l'inflation, en fait, sur l'industrie. Ben alors, pourquoi vous continuez à nous dire c'est les matériaux, c'est les rails et les rails enfin tout ça, les montants, les rails, ça c'est à chaque fois, ça c'est vraiment un sujet, ça. Sur chaque devis, je suis obligé de dire, ben non, mais les gars, je vais aller les acheter moi-même. Parce qu'en plus, évidemment, l'artisan, il te marge là-dessus, hein, c'est tout à fait normal. Quand il amène le matériel, il a une façon d'acheter le matériel. Déjà, il ne l'achète pas au même prix que toi. Il a une façon de marger dessus aussi, évidemment. Mais alors, tu vois, la vérité, c'est que le, je te prends un exemple simple, le lot de 10 rails ou le lot de 10 montants en aluminium de construction, en galva, là, que tu achètes partout, à Casto, Leroy Merlin, et je dois en citer un troisième, je crois, Brico Dépôt, Brico Marché. Tu l'achètes 32 balles maintenant, c'est 32 € payé, le lot de 10. Avant la crise Covid, c'était 19,90. Donc l'augmentation, on l'a subie tout de suite, il y a eu deux paliers. D'abord, on l'a payé 25 ou 26 € et maintenant on la paye 32 €. Donc ça, il y a eu deux paliers, hein, pour les payer le lot de 10. Et ça, je le sais parce que sur tous mes chantiers, j'en achète des centaines, des trucs comme ça. Et donc du coup, là, tout a redescendu. On est quasiment au prix d'avant, il y a juste l'inflation. Donc du coup, bah, moi je suis d'accord pour rajouter 250 € la tonne qui couvre l'inflation. Donc du coup, au lieu de le payer 32 €, je ne devrais pas le payer 19,90 € comme à l'époque, mais 22,90 € ou 23,90 €. Mais pas 32 € en fait. Donc pour le sujet de l'aluminium, encore une fois, vous avez tort, c'est pas vrai. L'aluminium ne fait pas qu'augmenter. Ah, ça va en déranger plus d'un, ça, je pense. On va prendre le PVX maintenant. Le PVX, c'est le PVC, hein, le PVC de chantier, hein, le PVX. Donc ça, c'est la tonne de plastique pour, enfin, à destination des chantiers, le plastique dur, le PET, comme on dit, dans le métier. Alors le PET, on va prendre quoi? On va prendre un an, on va prendre 10 ans pour voir un peu plus loin. Parce que le PET, c'est exactement pareil, quasiment pareil. Et c'est marrant parce que les courbes, c'est des matériaux différents, mais ils se suivent. 2016, 2017, 2018, 2019, on a un prix moyen à 2170 € dollars, pardon, la tonne de PET. Donc c'est du PVC pour le chantier. Hop, petit exercice de confinement, début 2020, plus reconfinement de début 2021, et là, ça s'envole, on passe à 2980 dollars. Et là, on est à début 2021. Donc là, on est sur une espèce de progression un peu constante jusqu'à ce premier pic. Là, ça redescend un poil et on repart de plus belle pour atteindre des stratosphères, mais vraiment des trucs, des prix incompréhensibles pour du plastique. C'est du plastique, les gars, hein. On va se calmer. Et on atteint quasiment les 8000 balles, les 8000 $. On est à 7573 € au plus cher, je crois. 7600, pardon, 7600 $ la tonne
de PVC X, donc le PVC de chantier, euh, pour, euh, pour l'année, on est en 2022, on est en février 2022. Donc ça c'est ça c'est une date au 1er février 2022. Ça part en cacahuète totale, on est quasiment à 8000 dollars la tonne. Sauf que ça c'est un pic, et évidemment ça suit tous les autres cours des matériaux, il y en a en abondance, et donc le marché il est pas fou. À cette époque-là il s'était adapté, on avait quasiment plus de confinement, ou d'ailleurs plus du tout, les gens étaient repartis au travail, et ça n'a fait que redescendre. Et donc là, devine quoi, aujourd'hui, combien ça se trade une tonne de PVC de chantier? Ça se trade à 2300 $ la tonne. Et oui, monsieur. Donc c'est-à-dire que c'est à peine 100 $ ou 150 $ de plus qu'avant la crise Covid. Donc il y a eu effectivement deux gros pics, dont un stratosphérique, c'est redescendu. Les industries ont eu le temps de s'adapter, mais par contre, ceux qui maîtrisent les cours, les cours des matériaux, bah, ils te font encore miroiter que les prix augmentent. Voilà. Et pour terminer, je vais juste. Alors là, c'est plus difficile d'aller loin dans le sujet, mais je vais te parler du ciment, et notamment le ciment français. Et pourquoi je vais te parler du ciment français? Tout simplement parce que le ciment, donc pour faire du ciment, il faut du sable, il faut des matériaux, des produits chimiques, etc. Et nous, on a de la chance en France, on peut en produire, on en produit beaucoup. Sauf que c'est un truc de malade, mais tu le sais peut-être pas, mais beaucoup de ciment qu'on utilise ne vient pas de France. Parce que pour des raisons économiques, on vend de notre ciment français à d'autres pays, et d'autres pays nous vendent leur ciment chez nous. Donc tu peux avoir une cimenterie à 50 km de chez toi, et pourtant utiliser du ciment indien ou américain, ou j'en sais rien, coréen, pardon, etc., etc. Donc la bourse, pardon, les entreprises sont internationales, donc la bourse est internationale pour le ciment. Je vais prendre plusieurs exemples d'entreprises qui n'ont fait que augmenter. Donc là, c'est un graphique à 5 ans. Donc il y a des augmentations qui n'ont rien à voir avec la crise Covid, et c'est des augmentations qui sont portées sur les entreprises du ciment au global. Donc pas que sur la vente de ciment, il y a certainement d'autres choses, ils ne font pas que ça. Donc le plus gros porteur, qui trade jusqu'à 38 milliards par an en dollars, hein, je parle en dollars, qui trade jusqu'à 38 milliards de dollars de ciment, en 5 ans, plus 35%. Ultratech Cement Limited, une boîte indienne. C'est la deuxième plus grosse du monde. 29 milliards. Je te donne pas les brouettes qu'il y a derrière, hein. 330 millions, c'est une brouette pour eux. Une brouette de ciment. Allez, 29 milliards, plus 21% depuis 5 ans. Vulcan Materials Company, la troisième du monde, pour 26 milliards 700 millions de dollars, plus 15% en 5 ans. Marietta Materials, Martin, pardon, américaine toujours cette compagnie, avec 21% d'augmentation en 5 ans. Ça représente 25 milliards. POSCO Future MO Company. Là, on est sur une entreprise coréenne. Et cette entreprise coréenne, elle a fait plus 66% à l'export, avec toujours 17 milliards. Donc c'est la 1, 2, 3, 4, c'est la cinquième plus grosse compagnie du monde. Juste derrière, on a encore une entreprise indienne, Grasim Industries, 15 milliards de dollars tradés, plus 12% en 5 ans. On a une entreprise allemande, Edelberg Materials, qui a fait 23%, 13 milliards en 5 ans. Je peux continuer comme ça. Il n'y a même pas d'entreprise française là-dedans. Ambuja Ciment, c'est la prochaine. Euh, elle est en Inde. Ensuite, on a quoi? On a du mexicain Cemex SAB, qui est mexicaine, plus 38% en 5 ans pour 8 milliards 600 millions de trading annuel. Donc non, en fait, j'ai juste envie de vous dire, euh, là, je vais même pas vous dire le ciment, ça se tradait à tel truc avant. Non, tout augmente, les entreprises se gavent. Celles qui ont la main sur les matériaux et qui peuvent maîtriser les cours, qui maîtrisent les marges? C'est ceux qui maîtrisent les cours. C'est sûr que l'entreprise, la petite PME, celle qui a 20 ou 30 employés, qui doit les payer, qui a l'URSSAF qui augmente, qui a tout qui augmente, etc. Évidemment que pour eux, c'est pas tenable. Mais c'est pas eux qui sont visés, et c'est pas aux particuliers consommateurs de payer la note. Donc c'est surtout ça qui est important. Euh, je pense que fondamentalement, en France, il y a un lobby qui est beaucoup trop gros, et qui du coup empêche les politiques d'ouvrir leur bouche et de travailler sur le sujet. Parce qu'ils sont trop financés. C'est comme si je te disais, les entreprises du pétrole arrêtent de financer
les politiciens aux États-Unis, eh ben, du jour au lendemain, tu vas voir que les entreprises du pétrole vont être plus taxées, vont avoir plus de contraintes euh, environnementales, etc. Et donc, c'est un peu la même chose avec ce lobby du BTP en France. Et je sais pas, peut-être que je vais me faire assassiner par les services secrets français après cet épisode. Je dis ça évidemment avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul sur la situation, mais je me rends bien compte que, bah, en fait, les dindons de la farce, c'est les payeurs, c'est les consommateurs. C'est les consommateurs. Ça, c'était la petite rubrique qui sont les vrais responsables, évidemment. Donc, je vais te parler des solutions. En fait, j'aurais beaucoup parlé sur cet épisode. J'espère que ça t'intéresse. J'espère que tu sais où ton argent part. J'espère que cet épisode n'a pas, que t'as pas quitté déjà cet épisode. En tout cas, si tu es toujours là, ben, bravo à toi. Et là, on va parler sur les fameuses solutions. Donc, il y en a plusieurs. Je vais rester très pragmatique. Évidemment, je ne vais pas te dire comment on fait étape par étape, mais je vais te dire des choses que tu peux déjà, auxquelles tu peux réfléchir et que tu pourrais mettre en place. La première chose, c'est faire des choix dans tes rénovations. Donc, c'est-à-dire, si tu es investisseur, propriétaire bailleur et que tu as des appartements à rénover, que tu es investisseur et que tu fais des visites en ce moment, je pense qu'une des choses que tu peux faire, c'est faire le choix de ta rénovation. C'est-à-dire, entre deux appartements, admettons identiques, que tu vas visiter, deux surfaces identiques que tu vas visiter, pour éviter de mettre ton doigt dans un engrenage trop important, un engrenage de travaux trop important, où en fait, tu as bien remarqué, tout ce qui est bois, aluminium, euh, PVC, alors PVC c'est difficile de pas y passer, mais, etc. Tout ce qui est, par exemple, faire appel à un maçon qui va utiliser beaucoup de ciment, qui va utiliser des matériaux chimiques pour pouvoir faire tenir ses murs, etc. Ça va te coûter très cher. Donc éviter de mettre ton doigt dans un engrenage à surface équivalente plus important, et plutôt partir sur une rénovation plus superficielle. Donc les rénovations qui sont entre, moi j'aime bien dire, entre 300 et 500 euros du mètre carré. Si tu commences à aller dans une rénovation euh, où tu es à 1000, 1500 euros du mètre carré, c'est-à-dire une rénovation totale, c'est uniquement le genre de projet que je prends moi. Donc tu vois, je suis en plein dans me poser la question, est-ce que je ne vais pas partir sur des projets moins importants, moins contraignants sur justement le management de l'enveloppe travaux. Ben, je pense que ce que tu peux faire pendant une période en tout cas, c'est faire le choix, comment dire, un peu sage d'aller sur des travaux moins importants. Parce que, de toute façon, il n'y a rien qui explique comment on va faire pour tirer les prix vers le bas. On n'y arrivera pas. Ça me semble très compliqué. Donc pour l'instant, il y a de l'inflation, il y a des crédits immobiliers qui sont plus difficiles à obtenir. Donc peut-être que la solution que tu pourras trouver, c'est aller sur des travaux d'embellissement, de finition. Et ne pas aller sur des travaux plus structurels, où tu dois redéfinir des pièces par exemple, où tu dois tout péter pour tout refaire. Voilà. Donc ça peut être une des premières solutions. La deuxième solution, c'est accepter des délais plus longs. Donc, une façon de faire avec ton artisan, c'est de dire, bah, si tu as vraiment envie de travailler avec lui, franchement, vous êtes cher, moi j'ai envie de vous proposer quelque chose, si vous me mettez du délai, est-ce qu'on peut négocier le prix? Est-ce qu'on peut travailler sur le prix si vous mettez du délai? J'imagine que vous avez beaucoup de demandes, puisqu'en ce moment, visiblement, il y a beaucoup de demandes. Je pense que ça ne va pas durer. Et tu peux le dire comme ça, tu peux dire, écoutez, moi je vous le dis de manière transparente, cache pistache, je pense que ça ne va pas durer. D'ici 4, 5, 6 mois, il y aura moins de biens achetés par des investisseurs à rénover. Donc certes, vous aurez toujours vos RP qui vous font appel de temps en temps, mais des projets peut-être un peu moins importants en termes comment dire, de cash qu'ils peuvent mettre dedans, parce que ça ne sera pas financé par la banque, ça sera financé par leurs propres deniers. Donc tu peux dire, moi je ne suis pas à 4 mois près, est-ce que si on fait le projet dans 4, 5 mois, au lieu de faire le projet à 3000, on peut le faire à 2000? Est-ce que c'est culotté? Oui. Évidemment, c'est culotté. Mais à un moment donné, on est dans un rapport humain, on est dans un échange. Il faut expliquer à ton interlocuteur dans quelle situation tu te retrouves. Tu es dans une situation où quand tu as négocié, quand tu avais tes premiers devis, et quand tu as négocié le prix d'achat du bien, tu t'es dit, ben, je négocie à tel prix parce que je sais que mes prix de rénovation, c'est tant. Sauf que tu te retrouves 3 mois plus tard avec ton acte authentique dans la main, tu rappelles ton artisan, et ton artisan te dit, oui, mais là, c'est plus 2000, c'est 3000. Ou 2500, tu vois, j'exagère, évidemment, mais tu as compris l'idée. Donc ça, c'était une des deuxièmes solutions. Troisième idée et solution, c'est moins déléguer. Alors, tu vois, celle-ci, elle est très connue des investisseurs qui ont du bagage, elle est moins connue des néophytes, donc je la donne quand même. Réfléchis à ça. Si tu achètes un bien, genre un immeuble comme moi, et que tu as beaucoup de travaux, réfléchis à est-ce que c'est pertinent de déléguer ou pas.
Parce que tu vois, si tu as du temps à consacrer dans ton projet, si tu t'étais déjà dit, bah, moi je vais venir les soirs et les week-ends, ou je vais venir juste les week-ends, ou juste les samedis, comme ça je passe le dimanche en famille, je vais venir toutes mes vacances pendant l'année qui arrive 2024, toutes mes vacances je vais les passer à faire avancer le chantier, comme ça me permet d'économiser. Si tu es vraiment prêt à faire ça, dans ce cas-là, je te propose de moins déléguer et de te mettre en micro-entreprise en plus de ton travail. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que la micro-entreprise, bah, c'est toi-même. Donc tu te mets en micro, ça t'empêche pas d'avoir ton travail, c'est pas interdit par la loi. Tu as ta micro, donc tout est légal. Tu vas te facturer à toi-même, c'est-à-dire l'emprunt de la banque va te payer les factures du temps passé plus les matériaux. Du coup, tu as une facture pour ton LMNP, ton LMP ou ta SCI, peu importe comment tu as investi, et tu es payé pour le temps que tu passes à rénover. Tu vas voir que ça va créer chez toi un effet particulier, c'est que déjà tu vas en quelque sorte vouloir te professionnaliser, c'est-à-dire bah, comment dire, moins le faire à la cool, ou peut-être que tu vas quand même le faire à la cool, mais dans tous les cas, euh, tu vas en quelque sorte euh, euh, récupérer ton propre argent. Tu vas faire tourner, c'est une économie circulaire entre toi et toi-même, entre l'argent de la banque que tu as réussi à lever, qui la paye à ta micro-entreprise qui est toi-même. Alors certes, tu vas payer l'URSSAF, mais tu t'en fous en fait, puisque tu récupères le reste. Donc en fait, là-dedans, tu étais juste ponctionné de l'impôt sur cette société-là, qui est une micro-société, donc tu vas peut-être payer, je me rends pas compte pour du service, si c'est 12 ou 22%, je me rappelle plus, c'est peut-être 12% pour du service, et 22 quand tu fournis du matériel. Sans fourniture de matériel, je crois que c'est 12,5% l'URSSAF. Bon bref, à vérifier, jusqu'à un certain seuil, 70 000 euros si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, ça c'est une très bonne technique qui est bien connue des investisseurs. Et évidemment, je te laisse deviner comment je fais dans certains cas pour pouvoir comment dire, me facturer à moi-même les services que je me rends pour mes propres biens. Euh, et un dernier point que je voulais dire, c'est créer des partenariats avec les artisans. Quand tu commences à avoir un parc, plus tu fais des chantiers tout au long de l'année, je pense que tes artisans, tu peux les incentiver, c'est difficile à dire, mais comment dire, tu peux les motiver, tu peux les animer, non pas sur un one-shot, mais sur la quantité sur le long cours. Et donc tu peux lui dire, bah, tout simplement, moi j'ai envie de créer un partenariat avec toi, donc on va bloquer les prix dès maintenant. Je veux bosser avec toi. D'ailleurs, j'ai fait comme ça avec mon électricien. Je lui ai dit, quand on fait un T2 ensemble, si le T2, il y a le tableau, plus le réseau, plus la mise à la terre, je veux que ça me coûte 2000 euros. 2500 euros maximum. Voilà. Je veux que ça soit dans ces prix-là. Je veux qu'on soit à 2000 à 2500 euros fournis. Il m'a dit OK. Mais par contre, je lui ai dit, c'est un partenariat. Donc, c'est pas pour un an. Bon, on peut évidemment revoir les prix plus tard, mais moi, j'en ai du taf, hein. Là, au moment où je lui ai fait ce partenariat, je savais que j'avais 8 lots qui allaient arriver. Donc, on a déjà commencé ensemble, on en a fait 3. Là, au moment où je te parle, il y en a 3 autres. Oui, c'est ça, il y en a 3 autres qu'il est en train de faire pour moi. Et dans un futur très proche, il y en a 2 autres là, je parle du trimestre prochain. Et donc, du coup, je sais que je maîtrise mes coûts. J'ai pas besoin de l'appeler tous les 4 matins. Je sais très bien que ça va me coûter tant et tant. Et si jamais j'ai des gens qui veulent bosser avec moi sur la partie rénovation, qui veulent avoir accès à mes entreprises et qui veulent que je fasse le suivi de chantier, et bien tout simplement, je lui demande si lui, ça peut l'intéresser avec mes prix à moi. Et donc, du coup, tout le monde est gagnant. Enfin voilà. Ça, c'est une autre solution que je peux te proposer, mais c'est sûr que c'est difficile à mettre en place quand on fait juste son premier coup. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, en tout cas. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens intelligents. Euh, c'est pas vrai de dire que les mecs dans l'artisanat, c'est des gueux, quoi, comment dire, c'est des rustres, etc. Ils y comprennent rien. C'est pas du tout vrai. Je pense que si aussi bien les consommateurs que les producteurs se mettaient à faire passer l'humain avant tout, ils verraient que bah, ça n'a aucun sens de faire des augmentations constantes, soit par de la mauvaise pratique, soit par de la mauvaise compréhension du marché, notamment le marché des matières premières. Voilà, donc en quelque sorte, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je voulais juste m'imposer, avant de te quitter, je voulais m'imposer le fameux jeu des 10 mini-questions. Je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait sur la saison 1 du podcast. Et bien, je la refais maintenant, tu vois, saison 2 du podcast. Sauf que là, maintenant, je vais le faire avec le nouveau prisme qui est ben, l'augmentation constante. Et tu vas voir que comment dire, mes réponses sont différentes. La plupart, elles sont. Alors, je vais les expliquer évidemment, mais tu vas voir que dans le jeu des 10 mini-questions, généralement, je demande à mon invité d'être binaire et de me dire bah, tu choisis un ou l'autre, tu as le droit à un joker, tu as le droit évidemment de développer après. Allez, c'est parti. Donc, la première question que je pose toujours, c'est épargner ou investir. Moi, aujourd'hui, au moment où je parle
donc en octobre 2023, je dis épargner. Je dis épargner. Par contre, pour 2024, il y aura certainement besoin de dire investir. Épargne dans l'idée d'investir, c'est ça que j'ai envie de te dire. Épargne maintenant, pendant un trimestre, regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Si jamais ça continue à baisser, je parle évidemment du coût du mètre carré, début 2023 ou début 2024 ou deuxième trimestre 2024, vas-y, attaque le marché. Deuxième question, patrimonial ou rentable? Rentable toujours, ça ne change pas. Troisième question, bourse ou IMO? Au moment où on parle, la bourse, ça n'a aucun intérêt. Toujours faire du DCA, hein, mais si je devais choisir, évidemment, ça serait IMO. Ce que tu peux faire d'ailleurs pour rebondir sur ma première question, c'est épargner, mais allouer toujours un petit bout de ce que tu épargnes à la bourse. Voilà. Donc au lieu d'acheter de l'IMO en ce moment, bah, épargne ton cash comme un goré, le plus possible, en mode Troisième Guerre mondiale. Et par contre, tu DCA toujours la même quantité d'argent tous les mois sur de la bourse. Voilà, t'arrêtes pas la bourse sur les valeurs sûres. Ensuite, crypto ou IMO, toujours pareil. Franchement, en ce moment, la crypto, elle est quasiment donnée. Donc moi, je serais toi, je mettrais un petit peu en crypto et pas beaucoup en IMO du tout même. Comme je l'ai expliqué, attendre plutôt que le marché fasse une vraie, comment dire, un vrai pic dans le sens de la descente. Ensuite, rénover soi-même ou faire rénover, bah, moi j'ai toujours tendance à dire faire rénover. Mais tu as vu tout à l'heure que je t'ai donné aussi une idée pour rénover toi-même et rester rentable dans ton investissement. Prochaine question, monopropriété ou copropriété? Bon, bah, très clairement, ça ne change pas. C'est toujours monopropriété, il n'y a aucune raison de faire de la copropriété. Enfin, moi, c'est quelque chose que je conçois pas ou plus. Euh, Prochaine question, acheter en direct ou avec un agent? Alors, avec la conjoncture actuelle, je te dirais, achète en, ah, avec un agent, encore plus que d'habitude. J'ai jamais vraiment dit achète en direct. Certains disent achète en direct, comme ça tu gagnes la commission de l'agent. Moi, je te dirais, en ce moment, plus que d'habitude, achète avec un agent. Déjà d'une, parce qu'il va se battre 100 fois plus pour toi que d'habitude, parce qu'il y a moins de ventes qui passent, du coup, il s'accroche plus, il y croit plus, il a plus la dalle pour te défendre face à un vendeur, un potentiel vendeur, pour avoir sa commission, hein, c'est normal. Et surtout parce que ben, l'agent immobilier, il va négocier pour toi. Donc, c'est pas vraiment sa faute si tu fais une grosse décote dans ton offre. Donc du coup, il va te défendre sans jamais vraiment dire, bah, c'est pas moi, vous comprenez, c'est pas moi, c'est l'acquéreur, le potentiel acquéreur, il propose tel prix. En même temps, il faut le comprendre, c'est dur en ce moment, machin truc, votre bien, il se vend pas, machin. Donc il va un petit peu se dédouaner et en même temps, il va défendre votre offre. C'était quoi la prochaine question? La prochaine question, c'est un notaire ou, enfin, un notaire pour deux ou chacun son notaire. Ça change pas, chacun son notaire. Je l'ai déjà expliqué des centaines de fois. Jamais d'apport ou toujours de l'apport? Bah, franchement, si tu es en train de faire un achat immobilier en ce moment et que tu arrives à l'avoir sans apport, bah, franchement, vas-y, let's go. Ça me semble difficile, euh, voire même pour certains foyers avec les plus petits revenus, genre SMIC jusqu'à 2000 € par mois, ça me semble impossible. Donc il y aura forcément de l'apport. Mais let's go, si tu peux avoir sans apport, ouais, chaud, 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 chaud. Euh, Banque en direct ou courtier? Banque en direct. Là, pour le coup, j'avais tendance à dire courtier jusqu'à présent. Mais là, maintenant, avec la conjoncture, je te dirais banque en direct. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, comme l'agent immobilier, il faut avoir la dalle, il faut avoir les crocs. Donc là, tu vas en mode rayage de parquet. euh, Tu défends ton steak. Tu utilises des mots-clés, du vocabulaire du partenariat avec ton interlocuteur. Et il y a de fortes chances, il y a de très très fortes chances que tu arrives à faire une bonne impression par toi-même. Tu n'as pas besoin d'être excellent en communication, tu as juste besoin d'utiliser les bons mots et d'avoir l'air sérieux, tout simplement. Donc ça, c'était les fameuses questions auxquelles je voulais répondre. J'avais déjà fait cet exercice et là, comme tu peux le voir, les raisons sont différentes, du coup, certaines réponses sont différentes. En conclusion, les grosses rénovations seront euh, plus pour les initiés, pour les investisseurs expérimentés qui ont des contacts, qui ont réussi à créer un réseau d'artisans, etc. Et qui arrivent à avoir des prix stables. Mais en ce moment, c'est difficile. Euh, ou alors, ça sera pour les passionnés, les fous, euh, qui font tout par eux-mêmes et qui ont tout mon respect. Mais juste, voilà. Sinon, ça me semble compliqué d'aller dans des travaux lourds. D'aller dans les travaux lourds, ça me semble aujourd'hui pas, comment dire, pas opportun et limite un peu
c'est un peu, pas suicidaire, mais comment dire, c'est un peu accepter de mettre le doigt dans, comment dire, dans un engrenage où tu sais pas si demain, ton artisan, il va te dire, bah, en fait, j'avais dit que c'était tant. Et tu vois, c'est ce qui est arrivé dans les entreprises de construction de maisons individuelles, c'est ce qui est arrivé. Euh, les maisons, elles se vendaient, je sais pas, genre 130 000 euros, et du jour au lendemain, la même maison, elle vaut 145, et 6 mois plus tard, 160. Et ça, va le faire gober à ton acheteur qui t'a signé un contrat qui est béton, qui est, tu vois, même s'il y a une petite clause de révision des prix qui ne peut pas dépasser, je crois, 1,5% du prix, comment tu fais? En fait, c'est la négociation constante. Donc attention avec les gros travaux. Voilà, c'était tout. J'ai pas pris de questions cette semaine à laquelle répondre parce que c'était un épisode déjà assez long, je trouve, un peu, comment dire, assez profond. J'avais vraiment envie de rentrer dans le détail et j'avais envie de l'expliquer surtout. Euh, Et par contre, ouais, non, j'ai pas de. J'allais dire, est-ce que j'ai une reco? Ouais, j'ai une reco, si, si, j'ai bien une reco de la semaine. C'est un guide que j'ai écrit, j'avais oublié de vous en parler, ça je voulais le faire au tout début d'épisode. J'ai écrit un guide sur le DPE, c'est ce que j'ai appelé le guide du DPE rentable, ou comment se remplir les poches grâce à la plus grande injustice des 50 dernières années en matière de politique du logement. Un titre un peu long, mais au moins évocateur et qui va droit au but. Donc ça, c'est un article, juste pour que tu saches, c'était un article à la base. C'était un guide après, mais à la base, c'était un article. En gros, en février 2023, une entreprise de conseil en investissement privé me demande d'écrire un article pour un magazine payant. Un magazine qui vend en fait à destination de leurs clients investisseurs immobiliers. C'est leurs clients, ils sont abonnés à ce truc-là et ils reçoivent ce magazine avec des insights un peu privés, un peu particuliers suivant les secteurs, l'économie. Et ils me disent, bah, nous, il n'y a qu'une seule obligation, on aime bien ton travail, on sait à peu près ta ligne éditoriale, la seule obligation, c'est le thème, et le thème, c'est la rénovation énergétique. Et en vrai, quand ils me l'ont demandé, je me suis dit, putain, c'est un alignement de planète fou, parce que je venais juste de faire l'épisode avec Ricardo, avec que j'ai très souvent au téléphone pour parler justement de la rénovation énergétique, du nouveau DPE, du classement, l'énergie primaire, l'énergie secondaire, l'énergie réelle, bon, tous ces sujets-là. Et je dis OK. Par contre, à une seule condition. Moi aussi, j'ai une condition, c'est que ça ne sera pas juste un article, ça sera littéralement une torpille. Je vous fais. Ça ne sera pas du politique, ça ne sera pas, pardon, politiquement correct, mais voilà, tant pis si ça dérange. Et donc, j'ai rédigé pour ce magazine, pour cette entreprise de conseil, j'ai rédigé pour plusieurs centaines d'euros ce guide. Et en vrai, il va un petit peu aux antipodes de ce que tu lis habituellement sur le sujet. Donc du coup, j'ai décidé de le rendre public parce que on vient tout juste il y a quelques semaines de terminer la période contractuelle avec ce client. Et donc du coup, j'ai récupéré les pleins droits sur le guide et je voulais te le mettre à disposition. Donc j'ai créé une petite page où tu peux, c'est juste en dessous là dans la description, où tu peux le télécharger. Évidemment, si jamais il y a des solutions qui sont exposées dans ce guide, euh, qui peuvent t'aider ou qui aident un de tes proches, bah, n'hésite pas à lui partager. C'est vraiment gratuit, hein. C'est pour aider les investisseurs, ceux qui rénovent. Donc si jamais t'es un petit investisseur immobilier et tu te poses la question est-ce qu'il y a des solutions pour s'adapter et retourner la situation à son avantage, bah, n'hésite pas à le télécharger, je pense que ça peut t'aider. Parce qu'en vrai, cette loi climat et résilience, là, celle qui encadre le nouveau DPE, la fameuse loi de 2021, la 1104 du 22 août 2021, elle est injuste. Elle est, je l'explique dans le guide, hein, donc je ne vais pas faire un double épisode, mais enfin voilà. Donc je le mets dans les ressources, hein, je le mets en dessous avec le tableau. T'hésiteras pas à télécharger ça. Allez, je te souhaite je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, mais je te dis à bientôt, à la prochaine, à lundi prochain à 10h30 dans tes oreilles. Ciao, ciao.